Il était temps de se réunir pour lancer cette jolie matinée. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis comme vous, je suis venu en spectateur ce matin me nourrir. Sauf qu'au moment on m'a mis là parce qu'apparemment il n'y a pas une autre place pour moi. Mais je suis à la même place que vous finalement. En plus je suis journaliste donc je connais rien à rien. Donc j'ai fait le boulot pour apprendre, vous voyez. Et donc je suis venu me nourrir de ces gens qui sont à côté de moi. L'étudiant frustré que je ne suis plus depuis 48 ans va jouer comme l'étudiant ce matin. Je cacherai ma calvitie en essayant de tenir ma tête la plus droite possible. Mais ce sont les étudiants qui vont prendre la parole dans quelques instants. Et les étudiants que vous n'êtes ou que vous n'êtes plus ou que vous restez éternellement, vous prendrez aussi la parole régulièrement. Voilà. Vous voulez qu'on passe un documentaire peut-être sur les cétacés. C'était ce qui se passait derrière. Vous ne l'avez pas fait spontanément, mais je me dis que c'est parce que vous n'aviez ou vous aviez peut-être oublié en fait, mais ce sont vos invités. Je vous propose de les applaudir parce qu'ils viennent passer la matinée avec vous. On a la chance d'avoir parmi vos invités 4 personnalités qui viennent partager, échanger. Je leur ai donné une règle du jeu et aux étudiants, le panel d'étudiants que je salue aussi, qui ont préparé cette rencontre. On va se parler sans tabou, sans langue de bois. Disons qu'on a assez perdu de temps depuis longtemps dans les conférences à s'endormir les uns et les autres. Donc là, on va aller droit au but si vous voulez bien. Et surtout, on va se dire les choses, on va échanger. On va être en famille presque. Et comme en famille, on est censé tous dire, sauf avec le beau-frère insupportable, mais on l'a laissé dehors. Mais nous, entre nous, on va bien parler. On va se poser toutes les bonnes questions, si vous voulez bien. On va souhaiter la bienvenue à chacun d'entre eux. Je vais leur poser rapidement une petite question d'abord pour savoir s'ils ne se sont pas plantés de salle et surtout qu'est-ce qu'ils sont venus faire ce matin avec vous, pour pas qu'ils nous trompent évidemment sur le débat. Et puis ensuite, on lance les échanges évidemment ensemble. Je voudrais que l'on salue Jean-Louis Bancel, qui est le président du groupe Crédit Coopératif. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. J'ai un petit mot, Jean-Louis. D'abord, ce que vous faites ici, vous allez évidemment nous le dire, mais c'est quoi le crédit coopératif? Je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne comprends pas. Ah bah c'est clair, c'est une start-up de 123 ans. Ah, vous ne les faites pas en tout cas. Oui, non, mais moi je suis un tout petit genou. Ah. Donc non, c'est une banque qui a été créée il y a 123 ans par des gens qui avaient créé leur entreprise, qui étaient des coopérateurs, des travailleurs coopérateurs, et qui ne trouvaient pas de banquier pour les aider. Et donc ils ont eu une idée toute simple, qui ressemble beaucoup à ce qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui, à travers ce mot, on y reviendra, d'économie collaborative, je préfère dire d'économie coopérative. Ils ont créé leur banque, voilà, tout simplement. En fait, vous dites qu'il y avait ces problèmes de financement de banque, il y a 123 ans, ça n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. Ah ben on va en reparler, ça sera le thème, on va essayer de répondre à la question de notre panel là. Oui. Je pense qu'on est d'une certaine façon dans des temps un peu similaires. C'est vrai que quand on voit tous nos jeunes là qui ont plein de projets et qui ont le sentiment qu'on les écoute pas assez, ils essayent de tailler leur route par eux-mêmes. Alors c'est ça que nous on essaie de faire différemment du fait que ça fait 123 ans on est né pour ça. On essaye d'écouter, on essaye d'accompagner, et c'était ce qui a été énoncé dans un très bel ouvrage il y a 3 ans pour fêter nos 120 ans par un historien. Notre métier, c'est de financer les utopies. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup d'utopie et de manière de financer les utopies. Voilà, merci. Et comme nous en sommes bourrés, j'espère que vous avez beaucoup de fonds pour financer toutes nos utopies. Les fonds que j'ai, c'est les fonds que les gens me confient. Parce que D'accord. vous savez, un banquier, moi, je suis pas Picsou. J'ai pas une piscine avec plein d'or ou de pièces ou de billets dans lesquels je me baigne. Ce que je fais, c'est que je fais circuler l'argent des gens qui me le confient, et je le prête à d'autres personnes, et donc c'est pour ça que je préfère qu'on me rembourse l'argent des autres, parce que j'aurais des petits soucis si on ne me remboursait pas l'argent des autres. Voilà. Tu m'étonnes. Merci beaucoup Jean-Louis Bancel pour ce petit mot. Je voudrais que l'on accueille Antonio Melotto. Welcome Antonio in France. Thanks a lot. Antonio est le fondateur et directeur de l'ONG Gawad. Pour ceux qui souhaiteraient entendre la traduction des propos d'Antonio en anglais, vous pouvez aller sur le canal numéro 3 avec vos casques qui se trouve devant vous. Voilà. Merci, cher Antonio, d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur, le directeur d'une ONG qui s'appelle Gawad. Vous faites des choses juste extraordinaires, dans le sens littéral du terme. Vous le faites, vous en parlez à travers le monde, vous sensibilisez à travers le monde. Vous travaillez avec 32 universités et écoles françaises, je crois. Vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous êtes venu faire aujourd'hui en France. Vous avez beaucoup de boulot dans votre belle région en Asie, mais vous êtes venu
quoi? Sensibiliser, expliquer, nous bouger un tout petit peu, nous bousculer? Qu'est-ce que vous êtes venu dire ici en France aujourd'hui? I come here for France to discover their true wealth, which is their young people. And I work with the greatest wealth of this country, the students coming from 32 universities. We get them from ESCP, HEC, ESSEC, Polytechnique, EM Lyon, Sciences Po, all over. And they're the people who are the best ambassadors of France to the world. And they are also helping us build our economy. But in the process, bridge also a link between the economy of Europe, based in France, and the economy of Asia, based in the Philippines. So we're building the first farm village university in the world, in the Philippines, with the over 1,000 French interns who have been with us in the last 5 years. And we'll continue to build this platform for a collective economy that will not just benefit the poor in my country, but also create new business and career opportunities for the brightest and the best from France to build a better world. On va expliquer comment, Tony, vous avez décidé dans les bidonvilles des Philippines d'aider les gens, d'aider les familles, de les aider à s'en sortir, de leur donner les moyens de s'en sortir. Il y a 3 piliers dans votre stratégie, je voudrais les lire, permettez-moi. C'est tellement simple, tellement évident, et pourtant on ne le fait certainement pas assez. De la terre pour les sans-terre, des maisons pour les sans-abri, de la nourriture aux affamés. Ça semble tellement simple et tellement évident. Pourquoi faut-il encore le crier et mobiliser, Tony? Well, I'm just looking for common sense answers, and I want young people who are less compromised, maybe less corrupted, less polluted, maybe with less vested interest, and their interest is to really build a future that will be much better than what they will inherit from us today. And so it is in really providing dignity and quality of life for the poorest in the world to create new markets. And that's the reason also why we have over 700 major corporations supporting us. So here in France, Schneider is supporting social entrepreneurs of France to also open new corridors of partnerships in developing countries, because the energy is now in the emerging countries of Asia. So now you have the best in technology, the best in knowledge, but you have a lot of brilliant young people with less opportunities in Europe. We have a lot of opportunities with few people who are ready. So we want to create that alliance, that collaboration that will create a win-win situation for France and the Philippines in our win-win fight against poverty. Tony, merci beaucoup. On aura l'occasion de vous poser beaucoup de questions. Je vous invite à l'interpeller vraiment sur ces magnifiques actions aussi. Je voudrais vous présenter Maxime de Rostelan, qui est à nos côtés également. Maxime, vous êtes le fondateur de Bluebees. J'allais dire, vous êtes l'illustration parfaite de ce qu'on imagine, nous, être une économie collaborative, un projet collaboratif. Vous faites quoi exactement? Vous êtes un agriculteur qui s'est perdu, c'est ça, ce matin au sein de l'UNESCO? Non, c'est le contraire. Je suis plutôt devenu, je suis un financier qui est devenu agriculteur. Vous avez bien tourné. Ouais, plutôt. Bluebees, en fait, l'idée c'était de donner accès au crédit à des gens qui n'y avaient pas accès. En fait, j'avais fait un tour du monde il y a 10 ans sur le thème de l'eau et j'avais réalisé que tous les beaux projets menés par des ONG, malheureusement, comme ils n'étaient adossés à aucun modèle économique, périclitaient dès lors que l'ONG n'avait plus de subventions et se retirait. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle le missing middle, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour financer le microcrédit, les petits projets, il y a tout ce qu'il faut pour financer les ajustements structurels, tous les gros projets, parce que les bailleurs comme la Banque mondiale ou la FD y sont. En revanche, au milieu, il y a tous ces entrepreneurs qui n'ont jamais accès au crédit. Et donc, on s'est dit en 2007, ce qui serait bien, c'est de mettre l'outil du crowdfunding à l'attention, à destination de ces entrepreneurs qui ne demandent pas la charité, ils demandent juste des prêts. Ils demandent juste d'avoir accès, comme tout le monde, à un prêt pour pouvoir monter leur activité. Et donc, en 2008, on a commencé à réfléchir à tout ça. C'était un peu compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle le monopole bancaire. On ne peut pas faire de crédit quand on n'est pas un établissement de crédit. Donc, j'ai épuisé 4 avocats avant de finir en 2012 par avoir l'accord de la Banque de France pour faire du prêt rémunéré dès lors qu'on le faisait dans les pays du Sud. Donc, c'est vraiment de l'aide au développement. Et puis, depuis un an, on a le droit de le faire en France. Et effectivement, entre-temps, comme ça a été un peu long, l'histoire m'a amené vers le biomimétisme, la permaculture.
Et l'idée a été de montrer qu'il y avait des modèles de ferme, des modèles agricoles qui étaient bien plus rentables que l'agriculture conventionnelle, en tout cas bien plus résilients. Et donc en fait, on boucle la boucle. Et donc en partant de la position de financier, je me suis dit, on va aussi créer les projets qu'il faut financer. Et donc on est en train, avec les fermes d'avenir, de montrer qu'il y a plein de projets à financer sur les territoires et que c'est ça qui va donner la résilience un petit peu. Combien de projets financés jusque-là? Sur Bluebees, une trentaine avec plus de 800 000 € levés. Waouh! Merci beaucoup de cela. Et puis je vous présente Jean-Pierre Lefranc, directeur financier de la Fondation de France. Magnifique institution que tout le monde connaît. Mais qu'est-ce que vous faites là, la Fondation de France? On est en train de parler de plateformes que j'imagine sur Internet, de crowdfunding, de ces choses-là. J'ai l'impression que la Fondation de France, vous êtes trompé de débat? Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. On entre très rapidement dans la scène. Non, ce que je voulais dire, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que nous sommes une institution jeune, puisqu'on a été créé dans les années 70, et on est vraiment devenu aujourd'hui le premier réseau philanthropique. Et derrière ce réseau philanthropique, c'est véritablement être capable ou être en capacité de mettre en relation des donateurs avec des projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une institution qui représentons un gros volume. Alors là, c'est le financier qui va reparler, parce qu'on représente à peu près, on fait le lien entre à peu près 2,5 millions de personnes, de donateurs, et de l'autre côté, à peu près de 150 000 projets. Donc c'est vrai qu'on est un gros réseau philanthropique. Donc là, c'est vraiment le premier point qui est clé. Et ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est que la Fondation de France, alors j'entendais M. Bancel tout à l'heure, mais l'intérêt de l'argent prêté par la Fondation de France, ce n'est pas de l'argent prêté. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va rechercher, pour un financier, c'est un peu atypique, mais on va plus rechercher la plus-value sociale, moins la plus-value financière. Donc c'est peut-être un peu la première différence. Alors pourquoi je suis là aussi, c'est parce que, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que en discutant, en fait, on va se rendre compte que la première plateforme collaborative, ou la Fondation de France, ça fait 40 ans que c'est une plateforme collaborative, on reviendra après derrière. Et la deuxième chose, c'est que pour un financier, c'est quand même important, parce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui que le crowdfunding, ou ces plateformes aujourd'hui collaboratives, avant tout, ce sont des plateformes financières. Et donc pour un directeur financier qui est quand même, pas près de ses sous, mais près de l'utilisation surtout de l'argent qui lui est octroyé par ses donateurs, vous comprendrez que c'est quelque chose d'important. Forcément, et on aura beaucoup de questions à vous poser. Merci les uns et les autres d'accepter mon impertinence. Il n'y aura évidemment que de la bienveillance aujourd'hui, vous le savez. Je le rappelais tout à l'heure en coulisses avec eux, mais ça fait tellement de bien de se retrouver dans une bulle un peu particulière ce week-end, d'appuyer sur pause et de pouvoir se poser des bonnes questions, de regarder le verre à moitié plein et faire en sorte en plus en le regardant qu'il déborde. Et c'est ce que l'on va faire évidemment ce matin. Sans plus attendre, comme n'importe quel journaliste, je suis venu avec mes questions, mais tout le monde s'en fout, et moi le premier d'ailleurs, parce que sinon je pourrais juste me faire plaisir, et comme beaucoup de mes confrères. Non, là l'idée c'est que je vais me frustrer, on va se frustrer, sinon eux ils se voient aussi tous les jours sur des tables rondes différentes. On va se frustrer, on va répondre à ces étudiants, ce panel qui a préparé cette rencontre. Ils ont travaillé en comité de rédaction et ils se sont posé les questions. Je donne la parole au panel et ensuite évidemment le reste de la salle, vous aurez la parole. Voilà. Questions courtes, réponses courtes pour tout le monde pour aller droit au but. Le panel, je vais vous demander de vous présenter en un mot bien sûr pour savoir qui êtes-vous. Et je vous invite à parler devant ces formidables micros, 3 points de suspension. Qui prend la parole en premier? Ne vous bagarrez pas. Première question. On passe à la deuxième question. Mademoiselle, je vous en prie. Bonjour. Donc, on m'entend bien? Oui, ok. Je m'appelle donc Wally Kenza, je suis étudiante en master des management des biotechnologies à l'école Unis STM, qui est une école de double compétence. Alors, on me fait signe qu'on n'entend pas beaucoup au fond de la salle. S'il y a un ingénieur du son dans la salle, est-ce qu'on peut pousser le son, s'il vous plaît, ici, pour nos oreilles encore fatiguées et crémeuses? Merci. D'accord. Bon. Je passe tout de suite à la question ou je... Oui. Sauf si vous avez une voiture à vendre ou un appart à louer pour les vacances. Mais hormis petite annonce personnelle, vous pouvez rester dans le débat et à la question. Je vous en prie. Alors, donc, le support de l'économie collaborative, tel que les plateformes Internet qui s'accaparent une valeur financière créée par les utilisateurs, sont des entreprises à forme capitalisme. Pour moi, c'est un peu contradictoire avec l'économie collaborative, donc j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur ce point-là, en fait. Si on peut vous éclaircir, on va vous le dire. Est-ce que quelqu'un récupère la question? Est-ce que quelqu'un a compris la question ou veut faire semblant de l'avoir compris? D'accord. Je vais faire le banquier.
Allez, je vais faire le petit cours d'économie. Alors tout d'abord, je voudrais dire une chose et je vous prie de m'en excuser les uns les autres. Je vous quitte à 12h15 et un petit peu avant la fin de la séance parce que j'ai une contrainte. Ils m'ont avancé une autre table ronde au Bourget à la COP et il faut que je cours dans le RER pour y arriver. Ce sera beaucoup moins bien, vous le savez, donc profitez ici. Bien, donc pour répondre à la question, c'est pourquoi il y a une apparente contradiction entre plateforme de financement participatif qui vise à financer de l'économie collaborative et tout ça est mené par des structures capitalistiques. Exactement. C'est ça. Alors, brièvement, il faut comprendre que la plateforme collaborative, en fait, c'est de la banque. Hein. Quelles que soient les problématiques qu'on a, c'est en fait, ça fait le métier d'une banque, ça prend de l'argent d'un côté et ça le reprête. C'est une pompe aspirante, refoulante. On appelle ça de la désintermédiation dans le jargon pour les étudiants, mais en fait c'est exactement le métier de banque. C'est d'ailleurs ce qui était rappelé à l'instant quand il y a le monopole bancaire, c'est ce que Maxime disait, et donc il a fallu une évolution de la législation. Alors en fait, quand vous dites que c'est des structures capitalistes, c'est par le statut juridique, entre guillemets. Ce n'est pas tellement des activités à intensité capitaliste. Enfin, je veux dire, il ne faut pas beaucoup d'argent, alors qu'il faut beaucoup d'argent pour travailler dans le secteur primaire, dans l'agriculture, parce qu'il faut acheter de la terre ou il faut avoir du matériel pour exploiter, dans le secteur secondaire, dans l'industrie. Dans le métier de financier, c'est un métier de service. En soi, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. La question que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait du bénéfice qui est généré par toutes ces structures? Et c'est ça la vraie question. Le débat, il n'est pas capitaliste, pas capitaliste. Si on prend le mot il y a besoin de capital. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait du résultat? Et c'est ça que je pense vous poser comme question. Et donc ça m'amène déjà à dire, mais on y reviendra, tout ce qui est collaboratif n'est pas coopératif. C'est ça le problème de fond, me semble-t-il. C'est aujourd'hui, on nous enfume, je vous le dis très honnêtement, en disant c'est collaboratif, c'est collaboratif. En fait, le sujet de fond des plateformes de financement participatif, comme des banques, est-ce que ce sont des boîtes noires ou ce ne sont pas des boîtes noires? Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Est-ce qu'il y a un différentiel entre ce qui est rentré et ce qui est sorti? Oui, parce que ces gens-là, il faut qu'ils vivent. Moi, banquier, je vis entre la différence de prix, entre l'argent que j'achète, entre guillemets, et l'argent que je prête. Et donc, c'est la même chose pour une plateforme collaborative. Est-ce que vous savez combien vous prend de frais une plateforme collaborative? Souvent, c'est encore moins transparent que bon nombre de banques. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident dans le prêt que vous avez fait? Parce que vous dites, tiens, il y a un beau projet. Si le projet se casse la gueule et que vous ne récupérez pas votre prêt, qui s'en occupe? Dans une banque, c'est le problème du banquier. Dans une plateforme collaborative, ce n'est pas clair. Donc, la question que vous posez, elle envoie fondamentalement, dans ce secteur naissant, à la question de la transparence. Moi, je suis favorable à tout ce système, mais il faut que chacun sache ce qu'il fait, d'où la question de la transparence. Alors, vous m'avez énervé, Maxime de Rostolan, à côté, dont je sentais bien à un moment ou autre que ça allait partir. On vous a mis à côté exprès pour que ça puisse, qu'on ait un peu de spectacle quand même. Voilà, Maxime, une réaction et certainement Jean-Pierre ensuite. Alors déjà, effectivement, tout ce qui est collaboratif n'est pas coopératif. Mais les plateformes de financement participatif, ce n'est pas des Uber ou des Blablacar qui génèrent des profits incroyables. Donc, je ne sais pas combien on prend de frais, du coup. Vous le savez, vous? Je le sais, hein, parce que je m'inquiète en tant qu'entrepreneur. On prend 5% de frais, du coup. Dessus, un petit calcul, pour être à l'équilibre économique et pour une plateforme de financement participatif, il faut lever en gros 15 millions d'euros par an. On a levé moins de 500 000 euros cette année. Donc il faut qu'on fasse x30 pour être à un équilibre économique, avant d'avoir des dividendes à se reverser. Ensuite, le fait, si jamais on veut s'en reverser, parce qu'effectivement, on peut décider dans nos statuts de dire qu'on réinvestit tout ou qu'on embauche plus. Ensuite, sur le fait qu'on doive prendre nécessairement 5%, bah, c'est juste pour payer les gens qui bossent, parce que tout comme les projets d'eau dont je parlais un peu partout dans le monde, qui ne sont pas résilients dès lors qu'il n'y a personne qui est en charge d'entretenir la pompe, de distribuer l'eau, etc. Si jamais il n'y a personne qui est payé pour le faire, bah ça tombe à l'eau. Et donc du coup, il faut absolument
Voilà. Et puis après, non, je ne suis pas particulièrement énervé. Non, mais- On va continuer un petit Non peu. mais juste une chose, vous nous expliquez, c'est important, il ne faut pas oublier, ce ne sont pas que des sites internet, il n'y a pas que de la dématérialisation, il y a de l'emploi aussi derrière. Il y a l'emploi, c'est créateur d'emplois et d'économie bien sûr. Ah oui, il faut trouver des projets, il faut les analyser. Et effectivement, si comme vous m'avez énervé sur qu'est-ce qui se passe si jamais le prêt que vous faites à un projet et le projet ne peut pas rembourser, c'est effectivement notre affaire. Il me semble qu'il y a certaines banques qui ont quelques ardoises aussi un peu partout dans le monde et que les dernières crises ont montré que y a des gens qui ont dû aller retirer leur argent, ils faisaient la queue, ils n'ont pas réussi à tout retirer. Et le banquier, on ne sait pas trop où il est. En tout cas, il a eu ses primes l'année suivante quand même. Bon. On va saluer ici le Crédit Lyonnais qui se fait rembourser 400 millions d'euros en une journée. Je voudrais... Il va falloir qu'il court. Hein. Oui, ça c'est sûr. Enfin, c'est d'île en île aussi quand même, c'est assez exotique pour aller chercher l'argent là où il est. Jean-Pierre Lefranc, à la Fondation de France, il y a quelque chose de particulier dans ce débat-là et qui vous concerne vous. On a parlé de sérieux, on a parlé de vérification. Racontez-nous, vous, votre regard et votre réponse sur les questions qui étaient posées. Alors, je vais déjà commencer à répondre très rapidement. Il n'y a pas dans les plateformes aujourd'hui, il n'y a pas que du capitalistique. Vous savez, il y a quand même pas mal d'ONG aujourd'hui qui essayent de développer leur propre plateforme. Donc, il n'y a pas que du capitalistique. Nous, on est vraiment une institution. On ne fait pas de résultats, on n'a pas de capital, on ne fait pas de remontée de dividendes. On n'existe pas. J'ai fait ça 30 ans dans ma vie. C'est vrai que je suis maintenant dans un contexte complètement différent où en fait, on ne raisonne pas EBITDA, retour sur investissement et choses comme ça. On est beaucoup plus sur la plus-value sociale et environnementale en fait qui peut être apportée. Donc dans le cadre des plateformes de crowdfunding aujourd'hui, il n'y a pas que du capitalistique qui rentre en ligne de compte. Il faut bien arriver à comprendre que cette pépinière qui est vraiment intéressante, c'est vraiment la mise en réseau et une énorme mise en réseau de beaucoup de millions de personnes vers d'autres de millions de projets. C'est ça qui est intéressant et qui est intéressant de voir. Alors on a commencé à débattre de certains points. C'est vrai que nous à la Fondation de France, on suit ça de très très près parce que c'est vrai que les plateformes collaboratives, les enjeux financiers, le circuit financier, et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, la partie transparence, sécurité, il y a vraiment beaucoup de thématiques autour de qu'il faut vraiment éclairer. Mais le problématique ou la vision que nous on en a, c'est que de toute façon, c'est quelque chose d'enthousiasmant aujourd'hui l'économie collaborative. Et nous, on la finance via nos programmes. Donc, on ne peut pas non plus être hostile en fait, à cet univers collaboratif. Mais par contre, c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure, alors j'ai encore beaucoup d'idées, mais je vais y aller petit à petit. Mais je pense que déjà, le premier point, c'est le sérieux, c'est la transparence financière. C'est tous ces éléments-là qui, aujourd'hui, nécessitent véritablement d'être cadrés. On a vu tout à l'heure la problématique de l'équilibre économique. Une plateforme de crowdfunding aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent nous voir et il y en a énormément qui ne sont pas aujourd'hui avec ce qu'on appelle des business models positif. Donc de toute façon, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais le problème de la survie de ces structures-là est assez limité. Il y a quelque chose que vous dites pas. pas. Oui, sur une petite chose sur la partie transparence financière, excusez-moi, mais nous, ONG ou institutions, nous ne vivons que par la confiance des gens. Et cette confiance, en fait, c'est quelque chose qui se mérite. Et en fait, vous parliez tout à l'heure sur la partie valeur. Quand je suis arrivé à la Fondation de France, alors je venais avec ma casquette de directeur financier, société CAC 40 depuis 40 ans. Et le problème, c'est que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais écoute Jean-Pierre, tu arrives à la Fondation de France, c'est pas l'argent qui a de la valeur, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et à partir de là, moi, je vais te demander à ce que nos donateurs aient confiance et les gens qu'on finance aient confiance. Et toute cette confiance-là, aujourd'hui, c'est la transparence des flux financiers. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Je vais m'arrêter parce que sinon, je vais parler 2 heures. J'invite les gens au premier rang à aller faire le débat dehors s'ils veulent en parler, mais pour ne pas gêner vos voisins. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que vous ne dites pas et qui plante aussi le débat, c'est que finalement, avec toutes ces plateformes de crowdfunding qui existent et toutes les sollicitations que nous pouvons avoir d'économie collaborative dans tous les sens, on ne se pose pas, c'est la question, on est un peu dans l'angélisme sur les jolis projets, le joli marketing, la jolie page sur la plateforme, sauf qu'en fait, on se pose rarement la question, c'est tellement beau, c'est tellement mignon, on ne sait pas finalement si derrière, l'argent va directement financer la cause, le projet. Alors vous, la Fondation de France, pour le coup, en abritant ces centaines de fondations, vous devez être des types d'ailleurs insupportables à faire remplir des dossiers de tous les côtés, un peu comme la Commission européenne avec 822 pages. Non, je fais exprès. N'empêche que quand vous financez quelque chose, vous avez bien vérifié pourquoi, pour qui
comment c'est utilisé et vous vérifiez même après l'utilisation des fonds. Oui, tout à fait. C'est un grand thème, un des grands points sur ce développement de l'économie collaborative, c'est toute cette désintermédiation. Et nous, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que en fait, ce sont nos bénévoles qui vont vérifier que les projets sont qualitatifs. C'est nos bénévoles qui, chaque année, vont revérifier que les projets sont bons et que l'argent est bien utilisé. Ce sont nos bénévoles avec nos experts qui permettent de dire ce projet-là est intéressant et c'est celui-là qu'il faut qu'on finance. Donc en fait, toute cette valeur ajoutée aujourd'hui, notamment du réseau, parce que dans le réseau, il y a des choses faciles et il y a des choses plus compliquées. Et quand on est notamment sur la partie don, aujourd'hui, ou l'utilisation du don, on est sur un système compliqué, parce que si vous n'avez pas des gens qui sont là pour faire du relationnel et bien vérifier ce qui se passe, hein, c'est là que ça devient compliqué. Hier soir, on a eu de la chance, juste un Je vous laisse terminer, petit exemple, hein, j'ai vu quelqu'un, on a gagné un prix justement qui était intéressant sur tout ce qui était transparence financière, et c'est vraiment important pour nous, parce que c'est vraiment la garantie pour les personnes qui travaillent avec nous, que véritablement on est une personne de confiance. Et il me disait, Jean-Pierre, j'ai une maison dans laquelle il y a trop d'humidité. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette sur les plateformes Internet, hein, et il se dit, mais mince, quel déshumidificateur il me faut? Et il se dit, mais il allait acheter n'importe quoi. Par contre, il a rencontré un expert, et cet expert lui a expliqué par rapport à sa maison, par rapport à sa volumétrie et tout, que le meilleur déshumidificateur, c'était celui-là, et ce n'était pas du tout celui qu'il allait acheter sur la plateforme. Donc je suis d'accord avec vous, il y a le côté marketing et le côté simple qui peuvent être traités par des plateformes. Mais dès que vous commencez à venir dans du qualitatif et dans un peu plus compliqué, à ce moment-là, vous avez l'humain qui rentre en ligne de compte. Antonio Melotto. C'est ça qui est important. Antonio Melotto, votre regard là-dessus, justement sur cette question précise qui a été posée par mademoiselle ici dans la salle, et vraiment toutes les questions que l'on se pose ici sur la bonne utilisation des fonds, peut-être le fait d'éviter le millefeuille d'intermédiaires et être sûr que quand dans votre ONG par exemple vous touchez des fonds, les fonds vont directement, vous devez des comptes évidemment à vos donateurs, vous devez des comptes à vos mécènes. Comment est-ce que vous travaillez, vous, la transparence au quotidien? Well, money and technology are very important in today's society, but I just feel out of place because when I come to places like this, we talk to people who have the best education, who have the success in business or have power, but so disconnected from the people on the ground. And I feel that that this is not about projects, this is about people. And it is important for us to to really focus on value, not just on money. And if ever we create money, is to really build value. And I'm talking about people on the ground who do not understand about crowdfunding. And so, when we talk about the landless, we talk to landowners, to create a win-win situation. So we find alternative value, not just for money, not just money. Because oftentimes good causes chase after money. We should get money to chase after good causes. So when we get landowners and we tell them, if you donate 20% of your land, we'll transform the ugly slums and the shanties into a beautiful, peaceful communities. Land values will go up. You become a hero to the community. You get a ticket to heaven, and it's tax deductible. So you create a win-win situation. So we were able to get donations of land for more than 1 million families in our country. When we talk to corporations, we talk about going beyond corporate charity, but talk about corporate social investment. If you help us bring people out of poverty, then it will expand your market. The money is not in corporate charity, it is in marketing. So it has to really, we have to use our competencies from our universities, from our corporate experience to create shared value, to build our shared humanity. And so that's why I focus with young people. And then because they know, people always talk about smart applications, but about presence. What's the, I want people to really build a future where they relate with one another, not just, talk about ideas. I want thinkers and doers, and I want doers who think. So I want the people who can match the compassion with competence. But it's important for us to live a collaborative, collective, solidarity, global, inclusive economy where no one is an enemy, a victim, or a prey. Merci Tony. Réaction rapide et vraiment ensuite on prend toutes les questions. Je soutiens pleinement la dernière intervention parce que c'est ce qui fait la différence entre collaboratif,
faussement collaboratif, disons, Oui. et coopératif. Je l'ai dit, notre banque a été créée il y a 123 ans par des femmes, et pas beaucoup à l'époque, des hommes en tout cas à l'époque, qui ont fait des choses ensemble. Je pense que ce qui fait bouger le monde, c'est l'énergie des humains. On a besoin de l'argent en tant que banquier, mais l'argent est un outil. Et donc la difficulté, dans le panel des réponses, c'est qu'il y a plusieurs formes de financement participatif. La Fondation de France fait du don. Maxime, il est dans le prêt. Il y a aussi des gens qui font de l'equity. Donc, ce n'est pas la même approche. On a besoin de tout. On a besoin de tout. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais le point important, c'est de se rappeler que ce qui fait la dimension coopérative, vous savez, à l'échelon mondial, je suis le président du comité des principes coopératifs, qui existe depuis 120 ans. Donc, je suis le grand papou de ces questions-là. Et ce qui compte, c'est l'engagement des personnes sur le terrain qui font des choses. Et donc, c'est ça le point important. C'est pas simplement il faut des gens qui apportent de l'argent, mais méfions-nous. Aujourd'hui, je vois monter des trucs autour du financement impact social, etc. Mes grands amis, les grands banquiers nord-américains qui ont plombé tout le monde avec les subprimes, ils sont en train de fabriquer des nouvelles classes d'actifs et ils sont en train de faire les scandales qu'ils ont fait historiquement avec le microcrédit. Ils sont en train de nous le redévelopper maintenant à travers la finance à impact social. Voilà. Donc, Pardon. Méfions-nous. Excusez-moi, je coupe le grand papou, mais c'était important. Maxime, une réaction rapide. Ouais, non, moi juste quand vous dites que à la Fondation de France, il y a un suivi, il y a une analyse des dossiers. Il n'y a pas que chez eux, c'est clairement mais vrai, c'est important. C'est clairement vrai. En revanche, nous, la spécificité des plateformes de crowdfunding, et d'ailleurs on est soumis réglementairement à ça, c'est au suivi, à la transparence. Et vous savez très bien que quand vous mettez votre argent dans un projet B, il va sur le projet B. Et ça, c'est un peu la différence qu'il y a entre le crowdfunding et les banques. Parce que, on a tous fait l'expérience, demandez à votre banquier ce qu'il fait avec votre épargne. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fini au Crédit Coopératif parce qu'il n'y a aucune banque qui pouvait me le dire. Et voilà. Je pense qu'il y a de la négo sur la table ronde pour les prochains frais, évidemment. Vous allez lui enlever ses frais bancaires pendant 6 mois, enfin, je veux dire, pour le petit truc. Hop. Étudiant. Maxime, étudiant, et ensuite après. Mademoiselle, bonjour. Je vous invite à vous présenter. Donc, je suis étudiante à l'ISG, Institut de gestion dans le 16e. Je m'appelle Aurélia Brett. Et donc, moi, ma question concerne sur le crowdfunding, excusez-moi. En 2014, selon le rapport Les Échos, 1,3% de projets issus de crowdfunding en France rencontraient des problèmes lors de la production ou seraient retardés, voire abandonnés. Et ma question serait, y a-t-il un retour de l'évolution des projets envers les internautes contributeurs de ces derniers? Donc, c'est-à-dire, est-ce que y a-t-il un retour, donc une communication envers les contributeurs? Chose qui manque aujourd'hui, sachant qu'on est dans l'ère du numérique. Et je pense qu'on pourrait développer certains concepts là-dessus. Alors, pas de généralité, mais si Maxime, vous y tenez, bien sûr. Si vous dites que ça manque, c'est que vous pensez qu'il n'y en a pas de retour? Justement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. D'accord. En tout cas, nous, sur nos projets, on a eu 2 fois des défauts de paiement. La première fois, notre partenaire sur le terrain a remboursé, a passé ça par pertes et profits lui-même. Donc, du coup, tout le monde a été remboursé. Bien sûr, ça a été expliqué en temps réel. On a eu des problèmes avec Interpol. Le mec s'était barré au Soudan avec 11 500 €. C'était un petit peu compliqué de le récupérer. Et la seconde fois, eh bien, il y a un rééchelonnement du remboursement et tout le monde est au courant. Donc voilà. Donc nous là-dessus, et à part ça, on a 100% de remboursement des prêts pour l'instant. Donc voilà, on continue, on touche du bois. D'accord. Donc on a appris qu'avec 11 500, tu peux aller qu'au Soudan. Et quand tu es Grosse-Marie avec plusieurs millions, tu vas aux Seychelles. Jean-Pierre. Juste une réaction. Il faut savoir que même nous qui avons des procédures assez importantes, il faut savoir qu'à chaque fois quand on se dit on va aider une association, notamment les nouvelles associations qui ont envie de se développer, on a plein de projets qui n'aboutissent jamais. Donc l'avantage que nous avons, et c'est le gros changement de la partie collaborative aujourd'hui, c'est que pour nous, ONG ou structures, jusqu'à maintenant, on avait des gens qui nous donnaient de l'argent et on leur disait voilà toutes les thématiques de projet qui étaient très intéressantes. Et derrière, après, on allait leur trouver les associations qui étaient vraiment qualitatives et qui étaient capables de pouvoir apporter, j'aime bien ce que vous aviez dit tout à l'heure, cette valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur ajoutée d'argent que les ONG cherchent, c'est la valeur ajoutée sociale, environnementale. Et en fait, c'est vraiment ce lien-là. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'associations qu'on aide comme ça et qui, à un moment donné, se disent non, on ne peut pas. Donc nous, on fait un retour, si vous voulez, systématiquement.
Et on a ce relais qui est en train de se faire. Il faut savoir que maintenant, quand vous êtes dans la plateforme collaborative, vous inversez en fait le processus. Et c'est pour ça que les ONG ont un peu, des associations, les grandes institutions ont quelques difficultés. C'est que là, vers les plateformes, en fait, on vous dit, voilà la liste de projets, donnez-nous de l'argent pour financer ce projet-là. Alors que dans la démarche de beaucoup d'institutions aujourd'hui, on est dans une démarche inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus à se dire, j'ai envie d'aider ce secteur, cette thématique. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. La Fondation de France, personne ne le sait, mais on est premier investisseur privé autour de l'environnement. Mais on n'intervient pas sur les thématiques connues, etc. Mais par contre, c'est des thématiques extrêmement importantes. Mais par contre, après, juste pour terminer, c'est qu'on a des gens, on dit, on a un programme environnement, on va dépenser tant d'argent, et on va trouver toutes les structures, associations, les personnes, etc., qui vont nous aider autour de ces thématiques-là. Inverser le processus, c'est quand même quelque chose qui est très très différent. Jean-Louis Bancel vous pique la parole une seconde. Non, c'était pour rajouter, d'abord, tout ne marche pas toujours, hein, c'est la vie, voilà. Et puis deuxièmement, ça veut dire aussi que ce qui compte vraiment dans toute cette démarche, mais je parle pour vous, c'est l'engagement. Parce que c'est bien de faire du bien, entre guillemets, en mettant, j'envoie 50 € par-ci, 50 € par-là, ou je vais prêter. Enfin, mais il est indispensable que vous, parce que vous êtes jeune, mais c'est vos choix, vous choisissez où vous voulez, quand vous voulez, vous engagez, vous donnez de votre temps à faire des choses, que ça s'appelle du bénévolat, que ça s'appelle d'autres choses. Et je pense que c'est ça qui fait, et je rejoins ce qui a été dit, c'est le temps, c'est l'engagement des uns et des autres. L'argent, hein, c'est juste la petite burette d'huile qui fait tourner tout le bastringue. Merci. Autre question. Jeune homme, bonjour. Oui. Bonjour. Je m'appelle Pierre Brunet, je suis étudiant en 3e année de DCG, diplôme compta gestion, à l'ICS Béguet, à Paris. Et ma question, moi, ça serait plutôt quels sont les secteurs qui seraient le plus impactés par l'économie collaborative sur les 5 prochaines années? Merci. Voir les secteurs auxquels on ne pense pas encore. Qui peut répondre à ça? Maxime, allez-y. Je ne sais pas, sur les plateformes de financement participatif, c'est parti sur la musique, sur les créations artistiques. D'ailleurs, c'était permis justement parce qu'il y avait une loi langue qui permettait de faire ça. Après, ça a switché un petit peu avec KissKissBankBank, Ulule, etc., vers des projets un petit peu tout venant. On finance aussi bien un tour du monde qu'un cabinet d'esthéticienne ou je sais pas quoi qui veut. Et nous, on est allé très vite vers l'impact investing. Je suis désolé de dire ce terme, mais et donc on est parti sur l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout si l'argent n'est qu'un petit truc autour et qu'en fait ce qui compte c'est le sens et le temps, dans ce cas-là, vraiment, la seule piste à suivre, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre le chômage, la lutte contre tous les objectifs du millénaire. Et ce que je fais par ailleurs avec Ferme d'Avenir, en fait, montre que un des gros secteurs dans lesquels il va falloir investir, et investir différemment de ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'on voit les dégâts que c'est en train de poser, hein, la Chine-Afrique en ce moment, ça va venir. Et donc il me semble que c'est le moment de sortir des projets qui soient économiquement viables, mais surtout hyper impactants. Et là, impactant. Environnementalement parlant, sociétalement, bien sûr. Non, mais socialement, des trucs clairs, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des analyses hyper poussées pour savoir que ça va créer de l'emploi, que ça détruit pas les sols et au contraire ça les régénère, que ça émet pas de carbone mais plutôt que ça en fixe, et que ça fait du bien, enfin, qu'il y a des retombées locales. Donc là, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle, mais si chacun met 250 € sur un projet et donc va gagner 3%, par exemple sur Bluebees, vous touchez 2 à 3% en fonction des projets. Et bah, si chacun de vous met 250 €, bah, là les 4 projets qui sont en cours de levée, et bah, c'est plié, et puis on avance, et puis on continue. Merci. Et puis plus ça va aller, plus on va avoir de projets, quoi. Je vous propose de venir les déposer à la sortie de la conférence sur ce bureau, si vous voulez bien. Un iPad là. J'ai vu Jean-Pierre et Jean-Louis réagir. Jean-Pierre, rapidement, hein, s'il vous plaît, messieurs. En 15 secondes, dans 5 ans, on est incapable de savoir ce qui va se passer. Je reviens parce que j'avais quelques petites notes, mais d'abord c'est eBay qui a lancé, il s'était dit voilà, je mets en relation les personnes, et après au fur et à mesure on a commencé à se dire on va faire du bien et du service.
Et aujourd'hui, en fait, ça va à une vitesse phénoménale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était très local, aujourd'hui, on est passé national. Aujourd'hui, n'importe qui peut donner n'importe quoi à n'importe quelle personne sur n'importe quelle plateforme. Si vous allez sur toutes les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont aux Bahamas, des choses comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont des vraies plateformes extrêmement intéressantes et qui sont locales avec des institutions derrière qui sont très fortes. Jean-Louis Bancel. Juste une toute petite chose, enfin, Oui. excusez-moi, on parle d'impact investing parce que c'est mon deuxième sujet, parce que là on touche la finance et justement, ce qu'il faut bien arriver à comprendre sur cette problématique-là, c'est la désintermédiation, c'est ça le vrai sujet en fait. Et désintermédiation du cash. Alors on peut en parler sur la partie impact investing, parce que nous on est en plein dedans, donc, mais ça on en reparlera après. Jean-Louis. Oui, moi je dirais, il y a un endroit où vous pouvez sentir des choses que je pense assez intéressantes sur ce qui se passe, pas forcément ce qui doit se passer. C'est un grand forum qui s'appelle Convergence, qui a lieu donc tous les ans, qui est un lieu de rencontre de la société civile sur l'aide au développement. Parce que je pense que la démarche qui me semble importante, c'est de comprendre qu'on est tous des citoyens du monde, des acteurs des territoires. Moi aujourd'hui, ce que j'exprimerai, c'est là où je suis un peu attristé de voir pour le moment des manques. Le premier sujet, c'est l'éducation. L'éducation. Je suis attristé de voir comment tous ces gens qui veulent faire du bien, le sujet éducation. Alors quand on est jeune, c'est pas forcément facile de se lancer dans le sujet éducation, mais c'est un premier manque. Deuxième manque, c'est réduction des inégalités. Réduction des inégalités. Alors certes, je veux bien croire que la démarche associative à la grand-papa avec le bénévolat, etc., c'est démodé, mais en même temps, il faut continuer et persister dans ce domaine. Ça, c'est plutôt mon expression de ce que je sens comme manque. Ça ne veut pas dire que ce qui va se produire. C'est la limite du marché, ça. Tony, il y a le quotidien à financer. On parle de votre expérience aux Philippines, de votre quotidien. Le logement, l'alimentaire, l'eau, le travail, l'emploi, enfin beaucoup de choses évidemment. Est-ce que vous réfléchissez aussi à anticiper ce qu'il va falloir en plus financer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? The Philippines is the most vulnerable country in Asia to climate change. But yet, in the last 10 years, we were able to build typhoon-proof houses in sustainable communities due to a solidarity collaborative effort. After Typhoon Haiyan, we were able to generate 1.7 million volunteers to build houses, to build boats, to build schools, to plant trees, to do medical mission. So to me, the opportunity in the next 10 years is the power of ordinary citizens to discover that power, including the poor themselves, that we can actually turn even slum communities into peaceful communities. We can transform criminals to become good citizens by restoring human dignity, but creating platforms, especially in rural areas, where rich and poor can work together, where the top students of the top French schools can work with the top students from our schools. So I'm always saying the best from the West, working with the best in the East to bring out the best from the least. So the future economy will be those who are right now but burdened to society but can actually be the blessing. The liabilities can be the asset. And it is important for corporations and for universities to invest in sending the brightest and the best to also create wealth at the bottom of the pyramid, but create wealth together that will not leave anyone to remain poor. So we have proof of concept that we can actually provide decent homes to 1 million people without having to borrow money from banks or without having to do crowdfunding, because that's right now, that's very romantic to a lot of young people. And those are very good instruments. But now we're looking towards more corporations creating social impact funds to fund the brightest and the best from France and Europe to also discover Asian market, Asian culture, but to really invest in bringing the bottom of the pyramid. If you bring the bottom of the pyramid up, everything will go up. And it will build sustainable and peaceful communities, not only in the Philippines, but in Indonesia, in Malaysia, and also in France. So I feel that in the next 10 years, you should be sending your young people to emerging economies, because that's where the energy is, but in platforms where they are safe. And I tell you that the Philippines is the safest place now for the French in Asia. Merci de ce regard. Autre question, mademoiselle, bonjour.
Bonjour, alors moi je m'appelle Mathilde, je viens de finir mes études à l'ESCP. J'ai une petite question, je me demande pourquoi on oppose toujours le crowdfunding avec la finance traditionnelle, avec les fondations et toutes les entreprises qui ont l'habitude de lever des fonds par d'autres moyens. Et je me demande si finalement le crowdfunding ce ne serait pas simplement un outil de lever des fonds autrement, et ce ne serait pas la réponse aux besoins des citoyens d'avoir de plus en plus de transparence et, comme le disait Maxime, de savoir où vont nos fonds. Donc est-ce que ce n'est pas un levier pour donner du sens un peu plus aux investissements? Alors la question est légitime. Je crois qu'ils ont déjà répondu finalement dans leurs interpellations tout à l'heure. Maxime, en un mot. Effectivement, non, mais ça n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil, c'est clair. Après, si on dit que l'argent n'est qu'un autour, en fait, c'est ça sur quoi je suis pas d'accord, c'est que l'argent, c'est pas un truc autour. L'argent, c'est au centre du problème. L'argent est au centre du problème. Il y a 1200 milliards qui traînent dans les paradis fiscaux. Il faudrait 1 heure du budget de l'armée pour réduire le problème de faim dans le monde. Il y a un moment où il faut dire, on n'accepte pas. Qui fait ça? Ce sont les banques, pas toutes les banques. Il y a plein de banques qui font des choses bien. Elles n'ont peut-être pas autant de moyens que celles qui planquent tout ailleurs. Et il y a un moment où le seul moyen qu'on a, le seul levier, c'est sortir son argent des banques et se servir d'autres outils. Et alors, pour se servir d'autres outils, on peut le faire avec des plateformes. Et il y a des plateformes qui ont une vocation à avoir de l'impact et à vraiment chercher des projets qui créent de l'emploi, qui captent du carbone, etc. Ce que nous faisons. Et voilà, donc vous avez tout à disposition. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de com. J'ai pas réussi à mettre un logo Bluebees à Roland Garros encore. On va peut-être y arriver. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une spirale un peu infernale. Et donc, soit on veut être sûr de l'impact et on donne. Et d'ailleurs, je rejoins le monsieur de la Fondation de France. C'est effectivement un métier que de donner de l'argent et que de bien le donner. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça que nous, on est parti sur le prêt au départ. On fait du don aussi, mais c'est vrai que les projets de don, ça nous intéresse un petit peu moins. Nous, ce qu'on veut, c'est une économie qui soit résiliente. Et on veut montrer aux banques que ça peut fonctionner différemment, comme avec Ferme d'Avion, on essaie de montrer à l'agro-industrie que ça peut fonctionner autrement. Je repasse la parole à quelqu'un d'autre du panel, s'il vous plaît, pour continuer le débat. Et vous répondrez au fil de l'eau sur tout le reste. Mais je vais les frustrer un peu, sinon... Allez-y. C'est gentil. Donc Chloé Leroux, je suis en Master 2 de communication. Alors parlez bien dans le micro. Pardon. Chloé Leroux, je suis en Master 2 de communication politique et je travaille dans l'économie sociale et solidaire en parallèle. Je voulais savoir, donc je pense qu'on est tous d'accord sur le constat, les gens veulent savoir et maintenant choisir où prêter leur argent, investir leur argent. Donc moi, ce qui me pose question, c'est le rôle des acteurs bancaires classiques dans ces circuits qui vont devenir un peu décentralisés, de plus en plus peer-to-peer, on pourrait utiliser ce mot-là. Donc il va voilà, avoir une évolution clairement des institutions bancaires classiques et je voulais savoir comment vous envisagez la suite pour répondre à ces nouvelles attentes des citoyens. Maxime, vous n'avez pas écouté la question, est-ce que vous savez y répondre? Jean-Louis. Alors, je vais poursuivre puisque tout ça tourne autour de la même question. Oui, pardon. En fait, ça fait penser à la chute de l'Empire romain. Notre histoire. Parce que vous ne savez peut-être pas... Mais... Pour ceux qui étaient nés. Hein. Oui, bien sûr, moi j'en étais. Je ne dis pas dans quel camp j'étais. Non, le point c'est que aujourd'hui, moi je me suis engagé depuis fort longtemps dans ces questions de dimension d'économie coopérative, collaborative dans ce secteur de la finance participative. Pourquoi? Parce que ça fait, c'est ce que j'ai raconté, ça fait 123 ans que c'est notre conviction, c'est notre choix. En fait, je me rappelle très bien, mes collègues banquiers, un certain nombre d'entre eux, qu'est-ce qui leur fait peur? Comment ils appellent les plateformes collaboratives? Les nouveaux barbares. C'est pour ça que je parle de l'Empire romain. Donc en fait, on sait très bien comment ça s'est passé à la fin de l'Empire romain. C'était qu'est-ce qu'on fait de ces nouveaux barbares? On les laisse dehors. Donc ça a été la première tentative. On disait, oh là là, tous ces gens-là, monopole bancaire. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé à l'Empire romain? Pour protéger la frontière de l'Empire, on s'est dit, il y a des gentils barbares, ceux-là, on va commencer à les faire rentrer, etc. Puis petit à petit, les empereurs, ils n'étaient plus romains, ils étaient là-bas, ils venaient de l'Empire, enfin des bords de l'Empire. Et d'ailleurs, ce n'étaient pas forcément les plus mauvais des empereurs, en plus, à la fin. Ces barbares venus des berges du Rhin. Donc mon point, c'est le suivant. Je pense que ça a un rôle, c'est un jeu,
ce phénomène, c'est ce que j'appelle la révolution démocratique, la révolution citoyenne. En fait, c'est vrai que nous, par construction, ça fait longtemps qu'on s'est inscrit dans cette démarche qui est de dire, voilà, maintenant, il faut que les gens comprennent. Alors, on avait fait ça avant la crise de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? La crise de 2008 nous a vachement aidés. Basta les boîtes noires. Bon. Et donc, ça revient tout de même à faire comprendre aux gens que le sujet de fond, c'est pas que je diverge avec Maxime sur ce point-là, mais l'argent n'est qu'un moyen. À la fin, c'est quoi les projets? Et aujourd'hui, il y a un grand risque tout de même, un risque, faut pas dire un grand risque, un risque, c'est qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a de l'argent, il y a de l'épargne, et donc il y a des tas de gens qui veulent que leur argent travaille intelligemment. Le sujet aujourd'hui, c'est d'aider, c'est d'avoir des terreaux pour faire naître les projets. Et c'est beaucoup plus compliqué. Nous, ça fait 123 ans qu'on passe notre temps à prêter à des gens qui ont des projets, des utopies, et il faut s'inscrire dans la durée, et c'est vrai que c'est tout un art et tout un métier. Et il faut le faire de surcroît dans la transparence, parce que l'attente des investisseurs, des épargnants, elle est aussi importante que celle des porteurs de projets. Voilà. C'est sûr que c'est plus difficile de créer les projets que de les financer, parce que quand on a l'argent et qu'on peut les financer, effectivement, c'est... Voilà. Et juste, nous, on est les nouveaux barbares. Nous, on appelle les banquiers. Comment est-ce qu'on appelle les banques, vous pensez? Les anciens salauds. Ouais, les dinosaures, ou je sais pas. Et une fois, j'ai dit ça à un banquier, il m'a dit, mais vous êtes des petits moustiques, parce que vous n'êtes rien. Enfin, vous êtes tout petit en volume. Et je fais, mais... Pendant la grande extinction des espèces, les dinosaures, ils y sont tous passés, pas les moustiques. C'est vrai. Et tout le monde se souvient comment les moustiques font mal. Jean-Pierre Lefranc. Oui, nous, on n'est pas un dinosaure, donc c'est bien. Moi, c'est réducteur, je trouve, votre question. Pour nous, en fait, la vision qu'on en a, c'est qu'on est dans une nouvelle économie aujourd'hui. Et cette nouvelle économie, c'est la mise en réseau. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que je trouve que le financier, alors en tant que directeur financier, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je trouve que le financier, ça devient réducteur, en fait, par rapport à toutes ces plateformes qui sont en train de se développer. Parce qu'au début, en fait, ce sont des gens qui ont envie d'aider d'autres personnes. Et après, le financier rentre en ligne de compte. Mais je trouve que c'est assez... Aujourd'hui, notre problématique est assez réductrice, en fait, de ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est la première chose. Et derrière ça, cet élément-là, en fait, ce qui nous paraît, nous, vraiment important et compliqué, c'est toute cette digitalisation aujourd'hui. Et digitalisation, c'est-à-dire que vous ne savez plus qui est qui, au fait, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, qui est derrière, qui est derrière. Donc nous, ce qui nous plaît, en fait, dans toute cette mise en réseau, c'est le local qui parle au local. Nous, ce qui va nous plaire, c'est de se dire, on a une association locale, quelqu'un qui passe à côté de cette association, elle va pouvoir donner de l'argent à cette association. Ça c'est quelque chose qui nous plaît. Mais il faut, encore une fois, dans tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, il faut de la transparence, il faut être sûr que c'est une bonne association, qu'elle fonctionne bien, que l'argent va être bien utilisé, que vous allez avoir un retour, etc. Toute la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est celle-là. Merci Jean-Pierre. Je voudrais terminer avec le panel. Est-ce que j'ai oublié un étudiant dans le panel? Mademoiselle, bonjour. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, donc je m'appelle Dunia, je suis étudiante à l'ESCP, donc en école de commerce. Moi, j'avais une question assez spécifique, c'est-à-dire qu'on parlait donc de l'importance de l'argent, et je pense que le mécénat, c'est un bon levier. C'est plutôt peut-être pour Jean-Pierre Lefranc. On voit que c'est très développé aux États-Unis au niveau des universités, au niveau culturel. Comment vous expliquez cet écart avec la France, et est-ce que vous pensez que ça a vocation à se développer comme là-bas? Je sais bien parce que je suis revenu aux États-Unis donc il y a quelques temps et en fait ce qu'il faut bien arriver à... Tout à l'heure on parlait d'éducation. Les enfants aux États-Unis, le mécénat ou le don vers des associations, c'est institutionnel. C'est-à-dire que quand vous êtes en CE2, CM1, etc., vous rentrez dans le cadre du bénévolat. Vous avez des temps aujourd'hui où vous êtes bénévole. Et donc les enfants tout jeunes en fait deviennent bénévoles et donc chez eux c'est vraiment devenu une institution. Le point, ce qu'on voit, c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en France la philanthropie aujourd'hui est en train de se développer. Nous on n'a jamais créé autant de fondations, on n'a jamais donné autant d'argent à des très beaux projets. Donc ça veut dire que la philanthropie est en train de se développer en France et elle continue de se développer et ça c'est un côté très positif. Après, ce qui est compliqué, c'est toute cette nouvelle économie, ou toutes ces nouvelles interactions qui rentrent en ligne de compte. Et comment, en fait, aujourd'hui, les institutions crédibles, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a une notion de confiance. On en parlait avec Frédéric la dernière fois, mais le don, c'est pas un produit. Si on considère que le don est un produit, on passe à côté de quelque chose. Ce qui est important en fait dans le don, c'est une émotion. C'est à un moment donné, vous êtes touché par quelque chose et vous avez envie de donner à quelque chose. Mais vous avez envie aussi de l'autre côté à être capable de se dire, on parlait tout à l'heure de la partie finance. Je m'arrête directement. Bon, je vous laisse. Oui, ça m'arrange, merci. Maxime, les gens qui viennent vous voir,
ils viennent vous voir parce que les projets parlent concrètement, parce qu'il y a cette notion de terre, d'alimentaire. C'est une histoire en fait qui leur parle. On ne vient pas chez vous juste pour saupoudrer, pour se donner bonne conscience. Non, non, clairement. Après, il me semble que le fait que le don se développe autant que ça, je suis pas sûr que ce soit un super bon signal sur l'équilibre et sur la bonne répartition des richesses. Et pourquoi pas? Bah, quand Zuckerberg il peut donner 90% de sa fortune et que ça changera rien, ça lui change. S'il avait payé ses impôts là où il devait les payer, ça aurait été mieux. Hein. Mais ça, c'est mais donc du coup, mais c'est pareil. Hein. Enfin, ça fait partie du débat, si. Ça fait pas. Ça fait partie du truc. On salue Jean-Philippe Zuckerberg s'il nous regarde. Mais que quelqu'un puisse donner 90% de sa fortune sans que ça ne change rien, ni pour lui, ni pour les 15 générations futures de sa descendance, c'est juste qu'il y a une accumulation des richesses qui est bien trop importante, et donc il faut limiter ça. Et il me semble qu'à un moment ou l'autre, il y a quelques années, il y a 7-8 ans, on a trouvé au moins un secteur responsable de cette accumulation des richesses. Moi, j'ai des potes qui bossent à la City, ils sont loin, mais très loin de ces débats dont on parle là. Ils s'en fichent. Et pour eux, l'argent, c'est pas du tout un moyen, je peux vous dire. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Jean-Louis, vous avez une réaction et je vais donner la parole à la salle maintenant. Non, non, mais c'est. Dites pas non, non, sinon je vous l'enlève. Si, mais. Ah. Oui, oui. C'est mieux. Non, mais je pense que, et je redis ce que j'énonçais tout à l'heure, il y a le don d'argent, mais il y a des choses plus importantes. C'est le don de temps. C'est le don d'intelligence, c'est le don de cœur. Et donc là-dessus, ne fustigeons pas tout de même ce qui a fait la démarche dite associative historique, qui est aujourd'hui encore dans ce pays des jeunes, des moins jeunes, qui donnent de leur temps, que ce soit pour les restos du cœur, que ce soit pour le secours catholique, le secours populaire, etc. C'est fantastique. Ouais. Et ça vaut tout. Les engagements simplement de preuve de don. Maxime n'est pas d'accord. Non mais c'est super sympa le bénévolat, etc. On est clair et il faut que tout le monde s'engage à tout niveau. Enfin, mon pote de la City, je suis pas sûr qu'il s'engage vraiment dans une assoce. Mais d'après moi, il a bien pris cher votre pote de la City aujourd'hui. Ouais, bon, je sais plus si on est très potes depuis le temps, mais j'espère. Mais pareil, les AMAP, donc ça fonctionne sur la base du bénévolat. Depuis 15 ans, ça met du temps à monter les échelons. Un truc comme La Ruche qui dit oui, qui est bâti sur un truc qui est solide et qui est malgré tout tangible et de l'argent. Ce que je veux dire, c'est le temps, on pourra faire tout ce qu'on veut, à distribuer des tracts, à faire tout ça. Le jour où les banquiers s'y mettent, le jour où l'argent où on arrive à rémunérer l'impact ou à rémunérer les services écosystémiques rendus par une activité, c'est plié, quoi. On a un levier qui est 1 million de fois plus important. Donc... Hop, le panel a pris la parole. Vous reprenez la parole au même titre que tout le monde quand vous voulez, évidemment. Je laisse la parole à la salle. Monsieur, le bras en l'air, le chapeau. Je vous vois beaucoup mieux, évidemment, que les autres à vos chapeaux. Vous avez 12 secondes 24 pour vous présenter et poser votre question. Bonjour. Donc, bonjour, moi je suis donc Pierre, étudiant en économie sociale et solidaire au Mans, très intéressé des principes coopératifs de Rochdale notamment. Je voulais savoir, parce qu'il y a des points communs quand même, parce qu'on parle beaucoup de différences, mais des points communs entre le coopératif et l'innovation sociale, le social business. Rochdale, ça s'est passé sur des besoins sociaux, les gens étaient pauvres et crevaient de faim. Le social business, l'innovation sociale, ça se base sur ces thématiques-là. Moi, je suis actuellement aussi entrepreneur social. Comment faire pour financer un projet qui a un impact social et comment faire comprendre, par exemple, aux gens de la Société Générale qui ont 500 filiales dans les paradis fiscaux que l'argent n'est pas forcément un objectif premier, mais un moyen pour faire des choses, parce que un moyen pour avoir un impact dans la société, parce que il faut bien financer des projets qui ont un impact social. Donc comment faire ça? Rapidement, Jean-Pierre, réagissez. Si Tony, vous souhaitez réagir aussi à ces questions, n'hésitez pas. Tony, yes. Peut-être. You begin. I just feel strange being the only person with a translator here. But I also work with the most number of young people from France, over 1,000 of them in the last 5 years. Social entrepreneurs, they are the most amazing wealth of this country, the best ambassadors that you have sent to Asia. And so I'm simply, because everyone's talking about money and crowdfunding, but these young people of France are the ones who are connecting France to the future. And that is to really create wealth, use their competencies, use their capital
to create wealth and goodwill for France in the emerging economies of the world. So I guess I've just been listening because people just talk about the top-down solutions. I really want more young people to really look at the world from top-down and bottom-up. And so these are the social entrepreneurs that we want all the banks to fund. I want more young people from France to develop our chocolate industry, because in 7 years, there's a severe shortage of chocolate in the world, and the French are addicted to chocolate, but you don't grow a single chocolate tree. So if you send young people to grow chocolate trees in the Philippines, in Malaysia, Indonesia, then in 3 to 4 years' time, you'll have chocolates. I'm simply saying, like, we're now buying our social entrepreneurs in the Philippines because we have built this relationship with the French entrepreneurs. We're now buying our essential oil, our lavender from France. So the things we cannot produce in the Philippines, we'll get from France. But the things that you cannot grow in France, you can get from the Philippines. And these are the things that crowdfunding and banks should be funding, because you have a lot of brilliant young people here with also compassion that have no access to funding. Merci Tony. Jean-Pierre Lefranc, vous réagissiez à la question, mais aussi à la réponse. Oui, deux points très importants, parce que la Fondation de France, en fait, elle aide des associations, mais de l'autre côté, elle a aujourd'hui de l'argent et qu'elle souhaite s'investir mieux cet argent, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'impact investing. Ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est que ce qui a changé, c'est le projet, c'est la qualité du projet. D'un côté, on va financer, nous, des associations qui ont un projet crédible, intéressant et qui intègre le canevas intérêt général. Mais de l'autre côté, on a aussi ce volet, et le crédit coopératif est plutôt bien positionné là-dessus, c'est quelles sont les associations, parce qu'on a beaucoup d'associations qui viennent nous voir aujourd'hui, ou plein d'entrepreneurs qui viennent nous voir en disant, mais écoutez, regardez mon projet comme il est beau, j'ai pas besoin de subvention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous entriez au capital, que vous entriez dans une obligation que je vais pouvoir établir, etc. Et là, on commence à arriver sur l'impact investing. Et notre difficulté, en fait, je vais vous la donner, parce que ça fait 2 ans que je tourne, et là aussi, j'ai tourné dans plusieurs pays où il y a énormément de people là-dedans. Le point clé, en fait, derrière cet élément-là, c'est qu'à un moment donné, on revient toujours à la même chose, c'est qu'on a besoin d'intermédiaires. Parce que nous, en tant que financeurs, on ne va pas rechercher la plus-value financière encore de notre investissement. Mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est la plus-value sociale, la plus-value environnementale. Et quand je me retourne vers les entrepreneurs sociaux, je leur dis, écoutez, vous voulez notre cash? Moi, il n'y a pas de souci, on peut monter, on va essayer de trouver. Mais déjà, il me faut un intermédiaire. Quel est l'accompagnement que je vais pouvoir vous proposer? Comment ça va se passer? Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de vous donner de l'argent ou vous en prêter quand vous êtes dans l'impact investing, c'est comment vous allez réussir votre projet et quelles sont les chances de réussite de ce projet. Et là, j'ai besoin, et là, la plateforme Internet ou la plateforme, j'ai beaucoup de mal en fait à l'utiliser. Je suis obligé d'utiliser un intermédiaire. Madame, j'ai tellement pitié pour votre bras qui doit prendre une crampe depuis tout à l'heure. Je vous laisse la parole immédiatement. Il me remerciera, j'en suis sûr. Oui, vous. Non, vous qui aviez le bras levé depuis 3 quarts d'heure. Bonjour. Oui, je voulais vous parler. Alors, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Je voulais avoir votre retour sur quelque chose qu'on a pu constater depuis 5-10 ans. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai vu, il y a 5-10 ans, le crowdfunding est apparu comme cette chose formidable qui allait nous permettre d'avoir accès directement aux gens et à des fonds sans passer par des banques qui, de toute façon, nous les refuseraient. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que ça s'est beaucoup... je ne sais pas si les gens qui voulaient donner des fonds étaient déjà passés en mode très consommateur, etc. Mais qu'au final, ce n'étaient pas les projets les plus intéressants ou les plus roots qui se finançaient le mieux, mais c'était de plus en plus des projets très glamour, avec quelqu'un qui avait un look très Apple. C'était ce genre de projet-là qui avait les ressources et le temps pour se marketer, avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux. Tandis que si on avait parfois des associations qui n'étaient pas forcés qui n'avaient pas besoin d'un pitch de 3 minutes pour être convaincus par nous, qui sommes boueux la plupart du temps et ne nous exprimons pas toujours très bien. Enfin, on va dire ça, qu'il y avait une grosse expectative de la part des gens qui voulaient nous financer. Alors, je vous rassure, vous exprimez très bien, et ils vont le faire. C'est bien. Finalement, la question, elle est fort intéressante. Pour Maxime, par exemple, est-ce que vous n'êtes pas, vous, l'outil marketeur, communicant, de gens qui savent faire, mais ne savent pas faire savoir? Est-ce que finalement, dans les plateformes, dans la question, il n'y a pas aussi cet exclu-là? Est-ce que ce n'est pas votre rôle aussi? Les projets Roots, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut, enfin c'est bien, hein, moi je suis pour. On en finance, là, on a une jeune fille qui a fait l'usine à 4 vaches. C'est un petit joli de mot avec la ferme de 1000 vaches.
Et pareil, en marketing, je ne sais pas si elle a fait des études de marketing ou quoi, mais elle s'est mise en tenue de danseuse égyptienne et elle a dansé sur donnez-moi. Comme ça, elle dansait et puis elle s'était mise. Ça donne envie. Ça donne envie. Ouais, je suis pas encore danseuse égyptienne, mais ça a bien fonctionné. Après, nous, si on fait du prêt, on est comme les banquiers. Alors, nous, on désintermédie pas tout. Quand on est à l'étranger, on a toujours des opérateurs qui sont au Burkina ou au Cameroun ou à Madagascar qui suivent les projets, qui nous permettent de remonter des infos. Mais voilà, donc du coup, on doit quand même sélectionner quand on fait du prêt des projets qui soient solides, quoi. Nous, on passe en comité de direction. Il se trouve que Bluebees en partie appartient à François Lemarchand de Nature et Découverte, donc on est associé et on a des comités de sélection des projets. Les projets trop routes qui vont pas passer, on les présente pas. Après, on continue, nous, de chercher des trucs disruptifs. La preuve, c'est en ce moment, il y en a un qui s'appelle La Banque qui dit non, le fermier qui dit oui, la banque qui dit non. C'est un truc qui n'est pas passé dans les arcanes des banques et que nous, on va proposer. Et c'est assez roots, mais ça va marcher. Je pensais moins à Bluebees que... Oui. Juste, moi je voudrais dire... Le banquier qui dit oui et non. Non, je fais mon métier. Oui, bah oui. Je fais mon métier qui est de parfois dire oui, parfois dire non. Parce que c'est une responsabilité, parce que cet argent qui est prêté, c'est l'argent des déposants. Et donc, moi, je ne peux pas me permettre de dire aux gens qui reviennent chercher leur argent, ah bah écoute, désolé, je l'ai prêté à des gens, c'était une idée géniale, mais ça ne marchait pas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a besoin de tout. On a besoin de la biodiversité. Une des limites, je pense, à toutes ces méthodes, ces plateformes de financement participatif, c'est même la question de la durée. Il y a un certain nombre de projets, vous les appelez routes, ce que vous voulez, il faut accepter que ça prenne 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et que c'est un peu la difficulté qu'on a avec ces plateformes Internet, etc. Il faut que ce soit glamour et en plus, je mets 500 € là, puis demain je pars sur autre chose. Et c'est aussi un métier de banquier noble, hein, au sens où je l'entends. Et deuxième chose, méfions-nous. Moi, je ne crois pas à ce monde idéal où les vraies innovations, ça serait par vote démocratique que ça se passe. Moi, je peux vous dire, j'étais à un débat avec quelqu'un de chez Attac et je lui disais, mais c'est quoi le monde idéal? Alors, c'est tout le monde innove et puis là, dans la salle, on va voter. Ben oui, je vous dis, quand on vote moyen. Et en fait, les gens, ils veulent tout. Ils veulent à la fois avoir zéro risque. Il faudra que ce soit comme le livret A, c'est zéro risque. Il faut que ça rapporte 15% par an et que ça fasse du bien à la planète. Ben, je vais vous dire, ça n'existe pas. Merci Jean-Louis. Des gens qui assument aussi de financer dans la durée des innovateurs. Merci Jean-Louis. Mademoiselle, vous aviez la main levée aussi depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Parlez bien dans le micro. Pardon. Oui, bonjour, Alban. Je fais partie d'une association qui s'appelle Asteria et qui évolue dans l'entrepreneuriat social. Et j'avais une question. Donc, vous évoluez en France, mais quels sont les modèles desquels vous vous inspirez, internationalement parlant, et qui donc sont déjà en avance par rapport à la France? Quels sont les modèles? Dans cette question de circuit financier, oui, de financement oui, tout à fait, pour l'économie sociale et solidaire. Alors, ce qui est intéressant dans cette question, est-ce qu'il y a d'autres modèles différents? Est-ce qu'on est tous sur le même modèle? Pour aller plus loin, après la question de cette demoiselle. Ce qui m'a choqué, c'est le en avance. Non, c'est adapté à chaque pays. C'est-à-dire que les mœurs... L'état du droit, l'état de la façon de vivre n'est pas la même. Je ne vais pas vous faire tout un grand cours d'histoire. Non. Non, mais il y a un point très important, c'est aux États-Unis, c'était un pays neuf. Donc ils n'ont pas construit leur logique bancaire sur le dépôt d'abord. Nous, en Europe, on a une longue histoire. Il y avait des paysans et les banques coopératives, que ce soit le Crédit Agricole, Raiffeisen, etc. C'est le dépôt d'abord. Et le dépôt, c'est pas pour avoir du fric, c'est pour instaurer le lien de confiance. Celui qui est capable d'apporter tous les 15 jours 10 € sur son compte, je présume qu'il sera régulier
quand il me remboursera le prêt. Aux États-Unis, ils sont arrivés, ils ont débarqué et je prête d'abord. Et ça change le modèle. Méfions-nous de ça. Il y a 20 ans, c'était le microcrédit qui allait changer la face du monde. Ça a fait des choses superbes, ça a fait aussi des scandales innommables. Et ça peut être la même chose avec les plateformes de financement participatif. C'est une question pour vous, Tony Mellotto. Finalement, comment est-ce que vous adaptez votre discours face à des modèles totalement différents à travers la planète, quand vous allez sensibiliser les gens sur vos projets, sur vos besoins? Est-ce que vous devez changer de discours? Est-ce que vous devez marketer vos projets, votre discours de manière totalement différente, selon que vous parlez à des Français, à des Américains, à des Chinois par exemple? Racontez-nous comment vous vous adaptez. Est-ce que vous vous adaptez? Well, the universality also of our vision to create, to build our shared humanity, and to build also a global family, and that will benefit not just my country, but also other countries that work with us. And that's the reason why we are able to attract the brightest and the best from France and from Germany and other parts of the world. But the thing here is important for them to discover new paths to career, business, to even sources of funding. And so with corporations, we were able to help them think beyond CSR and to think of corporate social investment, CSI, that if they invest in us to bring the poor out of poverty, we will help build new markets for them. So again, this is able to attract young people also who are looking for new pathways. Because right now, I think there's a lot of uncertainty, and in the European as well as in the global economy, and we hope that we get more social impact investors. And this is the thing: we don't go to impact investment banks. We reach people because they trust us and they see proof of concept. They see platforms that are built. They come to us, and they themselves help co-manage the funds. So some of our friends entrepreneurs are being funded by a social impact investor that we have from Malaysia. So we're creating this open platform where people can come up with new and creative ideas on how they want to also help entrepreneurs create wealth that also is inclusive. So again, this is for us a journey. And the reason for this is we created a movement, not just a project. And it has to be massive. It will always be incomplete. It will always be imperfect, inadequate. But the thing here is people come with better technology, better ideas, and to make the world better. Vous aviez juste une réaction, Maxime, parce que Jean-Louis doit nous quitter dans quelques instants. Oui, en fait, je ne sais pas d'où on s'inspire. Les parties... Là, oui, c'était vous. Je ne sais pas d'où on s'inspire pour essayer d'innover, pour essayer d'être un peu disruptif. Je pense en revanche qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop petit par rapport aux banques et qu'il faut nécessairement, à un moment ou l'autre, travailler avec elles. Ouais, peut-être. Et du coup, essayer d'inventer quelque chose qui changerait l'expérience utilisateur, l'expérience client de la banque. Là, sur votre compte en banque, quand vous allez sur votre compte, c'est assez, c'est aride, quoi. Il n'y a rien, on ne sait pas. Et puis, si vous voulez savoir où est votre argent et ce qu'il est en train de faire, c'est encore plus compliqué. Donc, essayez de trouver un modèle un petit peu intermédiaire. Et donc, je voulais juste, avant que M. Bancel ne parte, lancer une invitation comme ça, avec 2-3 témoins devant, sur laquelle on va essayer d'inventer la banque des paysans ensemble, parce que nous, on va essayer d'être sur le secteur qu'on connaît et dont on connaît le modèle économique pour pas se planter, ou pour planter beaucoup plus, pardon. Et l'idée, ça va être d'essayer de faire une politique agricole citoyenne, donc collaborative, avec une banque coopérative, et pour avoir le plus de projets possible et le plus d'impact. Maxime, vous souhaitez inventer le crédit agricole coopératif, en fait, c'est ça. C'était juste une fusion. La PAC, la politique agricole citoyenne, ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Jean-Louis Bancel, juste avant de partir. Merci à Maxime de me tendre la perche, parce qu'en fait, il dit ça parce qu'il sait qu'on est engagé aussi
dans sa démarche à ses côtés. Je voudrais d'abord à nouveau vous présenter mes excuses de devoir partir un tout petit peu avant la fin. C'est toujours fantastique ces moments d'échange parce que c'est pour moi la démonstration de ce que j'appelle cette révolution citoyenne. C'est que je pense que qu'est-ce que nous apporte aujourd'hui la conjonction des évolutions de technologie, la conjonction du digital, c'est cette capacité d'exercer avec plus de force le pouvoir de chacun, le pouvoir d'utiliser son argent. Rappelons-nous que nous sommes toujours maîtres de l'argent. Nous devons rester maîtres de l'argent que nous possédons. Et je suis d'accord. C'est un banquier qui dit ça. Non, mais Maxime a raison. L'argent n'est pas neutre, mais l'argent doit rester un outil. Si collectivement, individuellement ou collectivement, on décide que c'est une fin, voilà, on ira dans le mur, mais c'est pas grave si on a tous décidé ça. Enfin bon, après, et le problème c'est qu'aucun d'entre nous pourra se barrer pour prendre le vaisseau spatial et dire je vais ailleurs. Donc, voilà. À défaut de vaisseau spatial, on vous laisse le RER. Je vais prendre le RER pour aller au Bourget. Merci. Je pense que vous allez vous régaler vraiment. Dites-leur que c'était mieux ici. Merci beaucoup. Et dites-leur de se bouger les fesses aussi, on n'a pas dépensé des centaines de millions au Bourget pour qu'il ne se passe rien, donc vous allez nous les remuer s'il vous plaît. On a beaucoup d'attentes et à défaut on leur mettra des gifles. J'ai plein de mains levées, Jean-Pierre, j'ai plein de mains levées, je ne veux frustrer personne. Alors, j'ai vu une main de monsieur là-bas aussi avec une crampe, j'ai vu une main ici. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci de prendre la question. On verra. Je vais essayer de faire simple. J'ai l'impression qu'il y a une incompatibilité entre l'économie de marché et ce qui est appelé le financement coopératif et collaboratif, puisqu'on a constaté que dans l'économie de marché, la recherche première des personnes qui apportent des fonds, c'est le profit, d'avoir un retour sur leur investissement et d'avoir parfois une plus-value à relativement court terme, qui est incompatible avec une création de valeur sur le long terme, qui est aujourd'hui demandée dans le cadre d'un projet de changement du climat. Voilà. Je vous invite à poser votre question, monsieur. Ouais. Alors, finalement, comment on fait pour mobiliser déjà le pote de Maxime à la City et les fonds d'investissement qui sont un moyen de financement différent des banques, comme BlackRock par exemple, qui a des milliards à sa disposition. Est-ce que vous avez un début de réponse à ça ? Vous l'avez exaspéré. Il vient de souffler très fort. D'accord. Jean-Pierre, allez-y. Moi, je vais faire un parallèle, vous savez, avec tout ce qui était microcrédit. Il faut savoir que le microcrédit est démarré, c'est dommage que M. Bancel soit parti, mais c'est pour ça que je trépignais. Mais il faut savoir qu'il y a, je crois que c'est à peu près 20% de la population dans le monde qui n'a pas de banque aujourd'hui. Donc en fait, le microcrédit est né de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les raisonnements qu'on a aujourd'hui ici, ce ne sont pas les raisonnements que vous savez en Afrique ou dans certains pays où ils ne savent même pas ce que l'argent, ça reste encore quelque chose de peu intéressant. Donc l'économie de marché, de toute façon, il faut qu'elle se développe derrière cet élément-là. Donc le microcrédit, c'est la même chose. C'est qu'au départ, c'était véritablement un axe. Et il y a eu pas mal de structures, que ce soit des structures bénévoles ou des structures profit, aujourd'hui qui sont en train de se développer là-dessus. Et à un moment donné, les fonds sont arrivés, en fait. Et aujourd'hui, vous avez des fonds qui investissent dans le microcrédit en n'attendant pas beaucoup de retour sur investissement, parce qu'ils savent qu'ils vont aider des structures qui vont elles-mêmes aider des personnes à des tout petits montants. Et donc, il y a des fonds d'investissement qui se sont créés derrière. Et de l'autre côté, vous avez des gros fonds d'investissement. Je vais vous dire, sur le microcrédit, il y a des moments où vous tirez 12% de retour sur investissement par an. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les fonds peuvent être levés, la vraie différence qu'il doit y avoir par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est les fonds qui doivent être levés pour avoir un retour social, environnemental, c'est-à-dire toute notre discussion aujourd'hui, et les fonds qui vont être levés demain pour pouvoir faire un retour financier. Et là, c'est deux choses très très différentes. Mademoiselle, vous avez la parole au premier rang. Moi, j'ai une question par rapport aux plateformes de crowdfunding où tout le monde a accès à tout. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui avaient des idées, mais qui ne voulaient pas les poster par peur qu'on leur prenne, finalement. Donc, comment faire comment mettre assez pour convaincre les gens de donner, mais pas trop, pour garder notre idée, finalement. On a l'impression toujours d'avoir la meilleure idée du monde, c'est même magnifique, c'est mignon, plein de points de suspension. Mais on fait comment l'économie du partage, si votre idée elle est bonne et que d'autres se mettent dessus, c'est plutôt bon signe, il faut y aller. Et puis, on n'est vraiment pas assez à avoir des bonnes idées pour avancer. Il faut toutes les idées les donner. Juste sur l'économie de marché, vu que j'ai le micro, ouais, c'est compliqué, parce que quand on voit...
je sais pas, toutes les PME en France qui essayent dans l'efficacité énergétique sur les transports, etc., et qui essaient de se mettre dans le cadre, et qu'on voit que celles qui pourraient investir le plus pour développer les transports de demain, Volkswagen, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans des trucs pour gagner plus et pour nous gruger. C'est terrible. Alors je pense qu'il y a un moment, malheureusement, et ça c'est après 10 ans d'entrepreneuriat social que on finit par s'y résoudre, quoi. C'est au Bourget. C'est le gouvernement. Il y a un moment où il faut légiférer, il faut dire on interdit ça, c'est tout. On interdit, et donc on interdit le profit trop court-termiste, on interdit tout ça, et puis le moyen, c'est pour pas juste interdire, il faut proposer des choses, et c'est ce qu'on fait. Donc il y a 2 combats parallèles. C'est il faut faire du lobbying, il faut y aller, il faut voter, il faut écrire à ses députés, il faut leur proposer, et de l'autre côté, il faut justement proposer des idées et y aller. Mais je pense que sans la... Tristan Lecomte, que vous connaissez peut-être, qui plante des arbres, il dit souvent, lui en 5 ans, il a planté 7 millions d'arbres. C'est super, mais il s'en déforeste 10 millions par jour. Donc on est rien, et pourtant c'est un entrepreneur génial, quoi. Mais on est rien. Il y a un moment où c'est eux, et voilà, je suis désolé, c'est le parti, le moment un petit peu révolutionnaire, mais... Quand on a des politiques qui plantent des millions de citoyens parfois. Monsieur, vous avez la main levée, bonjour. Oui, mais je fais un peu de joint. Là, Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Il a été évoqué tout à l'heure les paradis fiscaux, les choses comme ça. On reproche aux banques, autant que les banques sont plus transparentes que les nouveaux systèmes, moi je pense que c'est le contraire. Et quand je crois que c'est en 2008 ou en 2009, je ne me souviens plus, il y a eu un G7 à Londres, hein, c'est comme l'anti-alcoolique dans un bistrot, hein, un G7 sur les paradis fiscaux. On a dit il n'y a plus de paradis fiscaux, Sarkozy, etc. Obama, bon, je rigole là en ce moment, parce que les paradis fiscaux, il y en a toujours autant, et il a été signé, quelqu'un a dit tout à l'heure que la prochaine catastrophe, les banquiers étaient en train de nous la monter, quoi. Donc je pense qu'il faudrait sérieusement limiter le pouvoir des banques et interdire les paradis fiscaux, mais au niveau mondial. Alors peut-être au Bourget, effectivement. Jean-Pierre et Tony aussi, que vous avez fait rire au début, on verra s'il rit après. Oui, je trépigne par rapport à cette question, parce que c'est vrai qu'on tourne autour de ce sujet depuis tout à l'heure sur les nouveaux circuits financiers. On ne parle pas de cybercriminalité, on ne parle pas de transparence, on ne parle pas de disparition du cash à un moment donné, qui peut à un moment donné être détourné. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un élément dont on n'a pas du tout discuté aujourd'hui avec ces plateformes collaboratives, quand elles sont encore une fois de qualité, parce que c'est vrai qu'il y a à peu près une plateforme qui ferme à peu près, je crois qu'une fois par semaine aux États-Unis, parce qu'elle se trouve au Caïmans et des choses comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes, quand elles sont bien gérées avec des gens concrets qui arrivent à amener des bons projets et qui sont capables de dire écoutez, votre argent va être bien mis au bon endroit, la plateforme de ce côté-là, elle est extraordinaire. Mais il faut faire extrêmement attention à tout ce qui est cybercriminalité et tous les autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et ce que vous dites sur les banques aujourd'hui, demain peut intervenir sur certaines plateformes. On revient encore sur la même question, c'est-à-dire vous avez des bons banquiers, vous avez des mauvais banquiers, vous avez des bonnes institutions, vous avez des mauvaises institutions, vous avez des bonnes plateformes, vous avez des mauvaises plateformes. Et c'est toute cette sécurisation aujourd'hui qui est un enjeu, notamment quand on a du cash. Et Jean-Pierre, il y a la question derrière de l'angélisme, c'est-à-dire ne pas non plus tomber dans le piège d'un projet qui serait mis avec des superbes photos, justement sur un site internet. Pas d'angélisme, il faut aller dans le concret, dans la transparence, dans la recherche vraiment de ce qu'est le projet et où vont les fonds. C'était pas une question pour vous, c'était pour Tony juste après. Non, je suis obligé de vous frustrer. Il nous reste 4 minutes 24 pour terminer. Tony Melotto. Well, millions of Americans lost their homes due to the subprime mess, syndicated by some of the smartest people in the planet, where we'll build homes for over 1 million people through the solidarity of ordinary citizens in different sectors of society. So, to me, it just shows clearly a very big difference of a lot of these top-down approaches, but the most important thing is we have to really connect with people. We have to see that there's value even the poorest people in the planet have something to give. And this is something that the French have discovered in my country, that the poorest people have also given them the best generosity, that those who have known so much pain have shown them how it is to be happy. So it's important for us to really just to really see that the money man should not be a slave to money, but money should be used to give value to our humanity. Merci beaucoup Tony. Je suis obligé de vous frustrer parce qu'on doit rendre dans quelques minutes évidemment. Je voudrais vous donner le mot de conclusion à tous les trois sur ce que l'on doit retenir finalement.
Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, mais qui était en filigrane. Il y a la manière dont on se paye chacun quand on va donner de l'argent sur le crowdfunding, quand on va financer des projets. La manière dont chacun se paye, il y a des attentes de retour financier, mais au-delà de ça, on passe par vous, par la Fondation de France, parce que vous avez de magnifiques fondations sous égide, par Tony, parce qu'il a des magnifiques projets sur le terrain, par Maxime, parce qu'il a aussi de magnifiques projets sur notre terre. Finalement, on se paye derrière le retour financier, surtout parce que vous êtes, vous, nos bras armés pour changer le monde. Et si depuis chez moi, je ne sais pas trop comment agir, je dois aller voter, je m'impatiente devant ma télé, j'insulte le politique ou le banquier qui passe à la téloche, mais vous êtes mon bras armé, parce que grâce à vous, je change le monde en faisant mon don. Donc je me paye aussi en retour avec cette satisfaction-là. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus important. C'est ce que j'ai entendu aussi dans vos discours. Je voudrais que vous nous donniez les uns et les autres le mot de la fin. Avec quoi doit-il repartir ? Et surtout notre mission, tout à l'heure, demain, comment est-ce qu'on doit changer les choses, Maxime? L'épargne, c'est une chose, c'est clair, et tant qu'à avoir de l'épargne, autant la mettre dans des bons endroits, je pense. On ne peut pas qualifier, nous, ce qu'on fait d'épargne, parce que ce n'est pas garanti. On est en train, avec Monsieur Bancel, en tout cas, on va en parler, de faire un fonds de garantie pour pouvoir justement s'apparenter le plus à l'épargne. Pour ceux qui peuvent pas épargner forcément, ce qui est important, c'est d'alimenter les projets qu'on fait d'une réalité économique. On en parlait, mais c'est en consommant bio et local, en achetant votre énergie chez Enercop, en consommant moins de viande, tout ça. Et bien là, vous alimentez. Je suis désolé, je pars sur l'agriculture. Quand je fais des débats sur l'agriculture, j'arrive à la finance et réciproquement. Mais c'est hyper lié. Et si jamais vous donnez une réalité économique aux agriculteurs bio, nous, on va avoir des business plans qui vont être beaucoup plus solides, qu'on va pouvoir vous proposer, que vous allez pouvoir financer, et vous entrez où vous voulez dans le truc. Par contre, il faut y entrer, parce que sinon, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Et je pense que le levier plus important, parce que le bulletin de vote, on sait, mon vote n'a jamais été exaucé. En revanche, c'est le portefeuille, c'est la consommation et c'est l'épargne. Donc, venez, quoi. Merci. Jean-Pierre Lefranc, votre mot de conclusion. Je vais faire très court. Nous, on est enthousiastes par rapport à toute cette économie collaborative. C'est vraiment un moment exceptionnel de cette mise en réseau. Et après, dans tout ce qui va être autour du don, c'est-à-dire véritablement beaucoup de personnes qui peuvent aller aider les bonnes choses. Les points clés, en fait, sur lesquels on dit qu'il faut faire attention, on en a parlé tout à l'heure, attention au marketing. En fait, nous, ce qui nous plaît beaucoup, ce sont les bons projets, les beaux projets, les vrais projets. Attention aussi à un autre élément, c'est la désintermédiation. C'est une idée complètement surréaliste. On a besoin de personnes, que ce soit des bénévoles ou des professionnels, des experts, qui soient capables de pouvoir nous dire en fait ce qui se passe. Et attention à la partie financière. Alors, je suis financier depuis très longtemps, je fais beaucoup d'opérations dans tous les sens, mais attention aux financiers. Les financiers, il faut faire très attention aux financiers. Il faut vraiment, l'argent doit servir une cause. Et là, c'est une cause qui est magnifique. Mais il ne faut pas oublier, j'étais très content tout à l'heure de M. Melotto, il ne faut pas oublier que quand vous intervenez autour du don comme ça, c'est une plus-value sociale que vous attendez. Ce n'est pas une plus-value financière. Si on attend de la plus-value financière partout dans le monde, on va dans le mur. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont véritablement les projets aujourd'hui d'intérêt général et qui ont une vraie valeur ajoutée annexe. Merci Jean-Pierre Lefranc et la Fondation de France. Antonio Melotto, vous avez le mot de la fin. Well, very simple. Just invest in young people to overcome their fear and their uncertainty, to really build a better world, and go, see that France has so much to teach the world, but so much also to learn from the world. And that you have to make the excellence and the technology that you have to help emerging economies like Philippines, Indonesia, Malaysia, and other countries. And by sending your brightest people to link markets and to really, and also invest to invest in the untapped market, which is those at the bottom of the pyramid. At the end of the day, the wealth of any nation is its people. And so if we bring the bottom of the pyramid up, it will also bring everything up, and let's go for really something long-term. So we invest in the young people heavily because they own the future. Merci Antonio. Je vous demande d'applaudir vos invités ce matin. Merci messieurs. Permettez-moi, parce qu'il ne faudrait pas oublier, je voudrais qu'on remercie les équipes de l'Université de la Terre qui organisent tout cela, les équipes techniques aussi au son, à la lumière, à la vidéo. Et la traduction aussi, merci aux traducteurs qui font un joli métier.
Et vous nous permettez de faire le lien avec le reste du monde. Merci à la traduction. Bonne journée, régalez-vous, enrichissez-vous aujourd'hui de toutes les belles manières. Bonne journée à tous.